T'étais coincé où? C'est cool. On a plus que 10 minutes. Ouais, mais il est fou ces pieds là, sans déconner. Ils sont où aujourd'hui? Ils font exprès ou quoi? Ils sont sur un truc d'habitude. C'est lui ça. Ah merde, Anaïk! On les a pas couverts! Ah putain, ils sont pas protégés! Va chercher le matériel! Vous êtes pas au courant, c'est les normes ISO 9003. C'est une salle de décontamination avant le spectacle. On peut pas vous laisser comme ça. Si on respecte pas le protocole, ça va pas. Démonstration. Donc on va proposer des charlottes et des pieds. Donc la charlotte, pas très compliqué. Donc voilà, donc hop, 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 hop. Voilà. Les pieds, très simple, les pieds. Allez, c'est parti, tout le monde en met. Allez, hop, on y va. Hop, hop. Allez, Charlotte, allez, on se dépêche. Allez, allez, Anaïk. Non mais on les met, hein. Faut les mettre. Ah bah vous nous signez une décharge. Hein. Pas grand effort, vous le prenez ou quoi? Ça va nous retomber dessus. Hein. Et vas-y, Anaïk. Arrête. On n'aura jamais l'accréditation, arrête. On n'y arrivera jamais. Alexia, laisse-la, la tâche là. Personne l'a vue. Je t'ai dit que j'aime le travail bien fait. Je suis perfectionniste. Je suis comme ça depuis que je suis toute petite. Un jour, je suis rentrée chez moi. J'ai dit à ma mère, j'ai 20 sur 20. Et là, elle m'a répondu, bon, c'était ma chef à l'époque, elle m'a répondu, comment ça, tu n'as pas eu 21 sur 20? Alors, j'ai pas compris tout de suite l'effet que ça pouvait faire, et après, j'ai commencé à devenir une note. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est très dangereux. Heureusement, j'en suis réchappée, mais je peux vous dire que ça va revenir après, mais c'est hyper dangereux. En tout cas, on s'en fout, tu ne fais pas chez toi le ménage, là, regarde. Et quoi, qu'est-ce que tu veux? Que ce soit l'équipe de ce soir qui le fasse, c'est ça? Oui, bon. Avant, hein, on était 5 pour faire les tâches, ok, on avait une semaine. Maintenant, on n'est plus que 2, on n'a plus que 3 jours. Et alors, on l'a signé, la démarche qualité? Ah ouais, moi, j'ai rien signé, là. T'as signé un truc, toi? Moi, j'ai rien signé. Écoute, si on signe pas, de toute façon, l'accréditation, on l'aura pas et on perdra tout notre boulot. C'est ça que tu veux? Ah ouais, non, mais ça se voit. Ça se voit que t'es là que depuis 6 mois. Ils nous ont déjà fait le plan il y a 4 ans. Il y a 4 ans, on a bossé comme des tarés, là. On a bossé comme des folles. Il y en a plein qui sont partis en arrêt maladie. Regarde dans quelle est ta tête, là. T'es morte vivante, là. T'es toute malade. Tu viens bosser quand même, forcément. Ils ont supprimé des postes, là. Ils ont supprimé plein de postes. On a bossé comme des folles. À quel prix on l'a eu, l'accréditation? Puis quoi, avant, on faisait de la merde, hein? Avant, t'en faisais pas, toi, de la qualité, avant? Merci. Avant, moi, les malades, je passais du temps avec eux, à discuter avec eux. Regarde ce soir, je leur ai même pas dit bonsoir. Bonsoir? Bonsoir. Je les ai même engueulés. Bon, moi, je vois qu'une seule solution. Tu l'as vu, le film L'an 01? On s'arrête, tout ensemble, on s'arrête, on s'assoit, puis on réfléchit. Tu sors ça d'où? Je peux pas te le dire. Hein? Je peux pas te le dire.
De prison. Qu'est-ce que tu avais fait? Un DEFA. Un diplôme d'État aux fonctions d'animatrice. Donc voilà, j'étais embauchée comme animatrice culturelle au centre pénitentiaire des femmes. Et puis je m'étais toujours dit que si avec mon travail j'arrivais pas à contrebalancer le niveau d'injustice que je constatais tous les jours, je me barrerais. Voilà, ce jour est arrivé. Me voilà. Ah, moi aussi j'ai eu quelques soucis. J'avais fait un BTS de commerce international où j'ai passé 2 ans à apprendre les droits de douane. Et au bout de 2 ans, manque de bol, ils les ont supprimés. Il a fallu que ça tombe sur moi. Alors après, j'ai fait un diplôme universitaire de second cycle à Strasbourg. Et là, j'ai eu essentiellement des cours diplomatiques. Alors, il s'agissait de savoir comment disposer le pain, bien le couper sur la table, tout le savoir-être diplomatique. Ça ne m'a pas beaucoup plu non plus. Alors après, j'ai fait un DESS, tenez-vous bien, responsable de projet, formation, développement. Alors là, ça consistait à penser des formations pour adapter les personnes aux besoins du marché du travail. Chouette, non? Alors, ça ne m'a pas plu non plus. Alors j'ai été au ministère des Affaires étrangères et là, je devais emmener des pauvres des banlieues, de nos banlieues, découvrir qu'il y avait plus pauvres qu'eux, dans des pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple. Et c'était, si vous voulez, ceux qui étaient en Afrique n'avaient pas, par contre, le droit de venir voir ici comment ça se passait. Donc c'était des échanges faussement réciproques. Donc j'ai pas trouvé ça tellement anticapitaliste non plus. Donc j'ai tout plaqué. Non, mais vachement compétente quand même. Non. On n'est pas compétente, on a des qualifications. C'est tout le contraire des compétences. Les qualifications, c'est ce que veut casser le MEDEF pour tuer les syndicats. Les qualifications, c'est le savoir du métier, c'est les expériences, c'est la transmission quand on est au boulot, tu comprends? Les compétences, c'est savoir changer rapidement, s'adapter, anticiper même le changement, savoir obéir, quoi. C'est ça qu'on attend des compétences. Et alors moi, pour ça, mais alors je suis nulle, mais alors nulle. Ah, c'est pour ça qu'on est éducatrice populaire, c'est parce qu'on est incompétente en fait. C'est ça. Bah, moi, ça a commencé à l'école. Je sais pas toi, mais moi, ça a commencé à l'école. Alors, moi, j'ai tout raté. J'ai pas eu mon brevet des collèges. J'ai passé mon bac 2 fois, mais je l'ai jamais eu. Même en candidat libre, je l'ai pas eu. Moi, j'ai fait de la résistance passive. Voilà, je me suis appliquée à rater tous les diplômes d'éducation nationale. Je suis... voilà, je supporte pas l'évaluation. Moi, la seule chose que j'ai apprise à l'école, c'est la peur du jugement, de la faute. Je me rappelle, c'était en cours d'allemand, comme par hasard. On était tiré au sort. Celui qui devait réciter sa leçon. Puis alors, ce jour-là, c'est le caïd de notre groupe qui se fait tirer au sort. Comme c'était le caïd, au départ, on n'avait pas trop pitié. Mais finalement, quand on l'a vu, à pas lents, aller vers le centre de la classe, puis lever le bras comme ça, et devenir blanc, vert, puis blanc, puis s'écrouler, évanoui, on était mal. Et là, je me suis dit, jamais, jamais je me laisserai humilier comme ça. Et à partir de ce moment-là, je suis devenue insolente. Insolente. Et alors, j'ouvre une parenthèse. Moi, j'ai découvert ça à 13 ans. Mais il y en a maintenant, c'est à 3 ans. Petit comme ça, en maternelle. Les micro-compétences qu'ils évaluent. Et puis, c'est pas genre en cours d'acquisition, hein, c'est oui ou non. Et puis la date précise, le jour même. Limite, si c'est pas l'heure, quoi. Et même les États, aujourd'hui, ils sont notés. Il y a des agences de notation internationale.
pour ranger les états, pour voir s'ils se comportent bien. Partout. Ça me rappelle mon prof de maths complètement psychopathe. En fait, je sais pas, sûrement que vous en avez eu des profs de maths comme ça ou d'autres matières. Ils rendaient les copies par ordre décroissant. Ça durait des heures. Ils commençaient par le 19, finissaient par le 3. Ils faisaient un petit commentaire à chaque truc. Gros sadique. Moi, j'étais plutôt dans le groupe des moyens. Genre, peut mieux faire. C'est pour ça que le jour où j'ai annoncé ma première envie d'orientation à ma mère, ça a été tout un poème. Je lui ai dit, je veux être lad. Palefrenier, quoi, s'occuper des chevaux. Et là, ma mère a eu toutes ces lumières qui se sont allumées en même temps. Surtout ne rien dire, rester calme, beaucoup de sang-froid. Ah bon Oh non, mais tu as le temps. Tu sais, tu peux encore étudier un petit peu, comme ça tu auras plus de choix. Prends ton temps. Te précipite pas. Faut vous dire qu'à l'époque, l'école, pour moi, c'était un décor. J'étais devenue cheval. Je hennissais en classe. Vous voulez que je vous montre ? Non seulement ça, mais je bottais aussi. Je bottais les garçons dans la cour d'école. Je galopais, tout ça. Je sautais des obstacles. J'avais dressé la moitié de l'école à faire pareil. J'étais un peu animatrice déjà. Et... T'as eu un prof à un moment déjà ? Ouais. Non, c'était comme un signal, tu sais, le NSA. Ah, c'est ça, il me semblait bien. Alors, j'ai développé un petit peu cette stratégie, c'est devenu un peu une sorte d'allergie. En fait, dès que je repérais une sorte d'abus d'autorité, hop, je hennissais. Ce qui fait que tout le monde était un peu au courant. Ça avait un certain retentissement. Après, j'ai fait un deuxième vœu. J'ai voulu faire Sciences Po. Et là, c'est mon prof de Sciences Éco qui m'a dit, écoute, toi et Sciences Po, je pense ça va pas le faire. Alors, vous allez me dire quel rapport entre le crottin et Sciences Po ? Aucun, sauf que les deux, ça me bottait. Moi, c'était les cochons. Alors, moi, j'ai fait un stage professionnel. Je pense que vous avez dû en faire. C'est très énervant, ces lumières. On ne vous voit pas du tout et on aimerait bien vous voir. Hein. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, moi, je suis pareil, oui. Ouais. On peut avoir un petit peu de lumière pour voir un petit peu les gens ? C'est possible ou pas du tout ? Ouais, cool. Ah, ça change tout. Mieux. Donc, les cochons. Au lycée, on fait un stage professionnel. Qui dure, je sais plus, 2 semaines, et on va découvrir le monde du travail en seconde. Donc moi je m'étais dit, oh ouais, bah, moi je vais aller dans l'école de mon village, je connais bien l'instit, tout ça, ça se passera bien, pendant 1 semaine je serai tranquille, au chaud près des radiateurs. Et puis mon père m'a dit, bah non, comme c'est un stage en milieu professionnel, t'as qu'à aller à l'abattoir, comme ça tu verras bien ce que c'est que le monde du travail, tu vois. Donc j'ai été à la Coperne à Montfort. Je ne sais pas si vous avez déjà visité un abattoir. C'est assez impressionnant en fait. Hein. Donc j'ai découvert la chaîne. Donc c'est un genre de tapis roulant énorme. Donc tout en haut de la chaîne, il y a un gars qui pose des électrodes sur des coches qui arrivent comme ça sur le tapis roulant. Donc après, tombe sur le tapis roulant. Elles descendent comme ça et elles arrivent au poste du seigneur. Là, il y a le seigneur. Toute la journée, il tranche des gorges. Vous imaginez un peu le boulot. Donc, dans la direction, ils se sont dit, ils ont réfléchi, ils ont consulté des psychologues et tout ça. Bon, ils leur ont dit, il ne faut pas que le mec qui saigne toute la journée, il reste à ce même poste tout le temps. C'est dangereux. Il pourrait sortir dans la rue et égorger tout le monde.
par réflexe. Donc ils intervertissent les électrodes et le couteau. Voilà, donc la chaîne descend. Tous les 15 jours, ils changent. Donc voilà la chaîne. Bon, ensuite la cuisson, le découpage, l'emballage, enfin, vous voyez bien le bazar. Puis j'ai découvert un autre truc, la boyauderie. La boyauderie, c'est l'endroit où on vide les boyaux de leurs excréments. Donc c'est pareil, une chaîne d'eau, comme ça, et il n'y a que des femmes qui travaillent là-dedans, parce qu'elles ont des petits doigts, et du coup elles peuvent bien vider les boyaux. Donc elles sont tout à part, elles ont un vestiaire à part pour des raisons d'asepsie, elles sont toujours à part, et voilà, elles ont une odeur à part. Voilà, donc quand je suis sortie de ce stage, j'ai dit d'accord, jamais je travaillerai dans l'agroalimentaire. Bon, pour autant, je me suis pas mise à travailler à l'école. J'ai dit pas ce métier-là, impossible. Moi, j'ai fait un stage en Écosse, dans une usine de laminage. C'est là que j'ai découvert les cols blancs d'un côté, les cols bleus de l'autre. Les cols blancs qui regardent les autres travailler, qui pensent leur travail. Moi, j'étais dans les cols blancs, parce que mon BTS de commerce international, il fallait que je fasse un stage. Alors, j'avais une mission hautement importante. Il fallait que j'apprécie la part du marché de l'acier mondial que représentait la petite société écossaise RB Tennant Ltd. Alors j'ai commencé 0, 0, 0. Quand je suis arrivée après 2 zéros après la virgule, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est con ce que tu fais? Ça m'a tellement énervée que j'ai commencé un mémoire sur le syndicalisme. Et je me suis dit, ma petite, va falloir que tu trouves un travail qui ait du sens. Parce que tu trouves vraiment que ce qu'on fait, ça a du sens. Tu crois pas si bien dire. Management, il y a une double source étymologique commune entre nous et les managers, même si on n'a pas le même salaire. Une première source étymologique du mot management, c'est maneggiare, les menottes, manipuler, manœuvrer. Et puis il y a une deuxième source, faire vivre les gens en bonne intelligence. Et tu vois, notre mission, c'est faire triompher les ménagères sur les managers. Yeah! Ça me rappelle la blague du manager, tu la connais? Aïe, 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 tournez pas ça. Allez, bon, on va vous la faire, on ne sait pas raconter les blagues, mais on va le faire quand même. Alors donc, vous êtes prévenus, c'est un défi. Ça c'est une montgolfière. Moi je suis manager, je suis dans la montgolfière et j'aperçois quelqu'un au sol. Je suis complètement perdue, j'ai un rendez-vous, je suis super à la bourre. Donc là, j'interpelle la personne en bas. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez m'aider, s'il vous plaît? Je suis complètement perdue. Oui, bien sûr. Est-ce que vous pourriez me dire où est-ce que je me trouve? Parfaitement, vous vous trouvez à environ 10 mètres sol, dans la nacelle d'un ballon à air chaud, et précisément à 49 degrés 26 minutes 13 secondes nord, et 27 degrés 55 minutes 13 secondes est. Vous seriez pas ingénieur par hasard? Si, comment vous le savez? Parce que tout ce que vous m'avez dit semble techniquement parfaitement vrai, mais ça m'a carrément pas aidé. Je sais toujours pas où je me trouve, là. Voilà, puis pire, vous m'avez fait perdre un temps précieux, là. Et vous seriez pas top manager par hasard? Si, comment vous le savez? Premièrement, vous savez ni d'où vous venez, ni où vous allez. Deuxièmement, vous faites des promesses sans avoir aucune idée de comment les tenir et vous comptez sur ceux d'en dessous pour les réaliser. Troisièmement, vous êtes arrivé là où vous êtes en brassant et en chauffant une énorme quantité d'air. Et quatrièmement, entre le début de notre rencontre et maintenant, votre situation n'a pas changé, mais c'est maintenant moi qui en suis tenu responsable à vos yeux.
expirez par le ventre. Détendez-vous. On va parler d'un gros mot. Le capitalisme. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des mots comme ça qu'on ne peut plus dire. Capitalisme, on n'a plus le droit de le dire. Alors, il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, j'étais chez des amis, je mangeais chez des amis, puis on discutait des cadences infernales, là, des objectifs inatteignables, enfin voilà, du boulot en général, et tout ça. Et puis, à un moment, j'ai lâché le mot. Tout le monde m'a regardé avec des yeux pas possibles, genre, putain, on a invité l'ultra-gauche ferroviaire en Optane, on ne savait pas. Vous avez remarqué qu'il y a des mots comme ça qu'on ne peut plus dire? On les utilise plus. Par exemple, on dit de moins en moins souvent usager. On dit plutôt client. On dit plus femme de ménage. Ouais, on dit même plus technicienne de surface. Ils sont pas à la base. On dit opératrice de propreté. On dit plus la SNCF. On dit SNCF. Ah, pareil. Ça change tout. Vous en avez d'autres exemples, des mots qu'on vous a volés En Belgique, on dit plus la poste, on dit B-poste maintenant, biposte. Ça a changé il y a quelques temps, en fait. Enfin, c'est dans la dynamique. Sinon, on dit banque postale. On parle plus d'exploiteurs d'exploités, on parle de collaborateurs. Ouais. Oui. On dit plus gardien de la paix, on dit force de l'ordre. On dit plus rock'n'roll, on dit musique amplifiée. On dit plus un socialiste, on dit une personne de petits résultats. Plus de vidéosurveillance, il y a de la vidéoprotection. Merci. C'est pour votre bien. On dit plus un quart de policier, on dit un policier entier. Ok, bon. Donc nous ce soir on va l'utiliser ce mot, hein. On a tranché, voilà, on va dire capitalisme, on va en parler même, on se met d'accord sur... Moi, je veux bien qu'on l'utilise, mais à ce moment-là, on se donne une définition pour ce soir. Hein. Le capitalisme est un mode de production caractérisé par la recherche d'accumulation illimitée de profits. C'est clair ? Bien. Donc tous ceux qui disent il faut moraliser le capitalisme et tout ça, c'est pas la peine. Donc à votre avis, comment fait-il ses profits? Ah. Petit quiz. Est-ce que vous avez une idée de comment le capitalisme fait ses profits? En exploitant les travailleurs. Yeah. D'autres idées? Ouais. En exploitant les ressources naturelles. Ouais. Bah oui. Attends, c'est parce qu'elle a pas le temps d'écrire. Ah, doucement, Ah, c'est bon. ce soir. Bon, on n'est pas à l'usine non plus. D'autres idées? En faisant croire qu'il arrange la pollution qu'il a lui-même produite. C'est-à-dire en créant des industries soi-disant écologiques Le greenwashing. qui vont dépolluer cette pollution que lui-même a produite. Comment on pourrait appeler ça? Celui qui a intérêt à polluer, Développement durable. En inventant. Ouais. Voilà, c'est génial, ils ont une imagination à chaque fois. en faisant du capital avec du capital. Ouais.
l'a fait en Suisse, l'exercice. Tout le paperboard était rempli. Et ils étaient touchés. Ils ont dit, non mais on est en Suisse, on est un peu au courant là sur le capitalisme. Faire de l'argent avec de l'argent. Aujourd'hui, 4 000 milliards de dollars sont échangés par jour grâce à la libéralisation du marché des capitaux. La durée moyenne d'une transaction est de 2 jours. Je ne sais pas si vous avez essayé de construire une usine en 2 jours, mais ça limite un peu. Qu'est-ce qu'on a comme... Est-ce qu'on peut mettre quand même en vendant des produits et des services, parce que ça leur arrive quand même aussi? Avant que ce soit trop tard. Ah ouais, je suis désolée. En faisant la guerre. Ah Et en assurant la paix. Le SAV. Oui, à propos de SAV, en limitant la durée de fonctionnement des produits qu'ils vendent. Ah oui. Donc vente de produits et services à très court terme. Même produits jetables. Oui, oui, bah bien sûr. Vente de produits et services jetables. C'est super, carrément. On s'infiltre pas dans le gouvernement. Ah. Dumping social, allez, c'est parti. Attendez. C'est quoi dumping social? C'est dans le cas de l'utilisation de la main-d'œuvre payée pour de balles à l'étranger, ce qui fait que ça va baisser le coût aussi du travail. Même en France, Ou même sur place, même en France avec les autres franches. ça se fait pas mal. Hein. Ouais, les autres franches. Pour les immigrés. Le crédit. Le crédit, bien sûr. Si vous voulez qu'ils achètent les produits et tout ça, il faut quand même leur faire crédit, non? Le crédit aux ménages et aux États. Comme ça crée de la dette. Du tiers-monde, par exemple. Super. Développement et culture industrielle par la télé. Oh, le rôle de la télé. En créant de fausses nécessités. Ouais. Inventer des besoins. En privatisant les services publics. Ah, je me disais, tiens, c'est marrant, mais il tombe pas celui-là. Il y en a déjà plus. En commercialisant la culture. Ah. Ou alors aussi on peut dire en marchandisant des choses qui sont pas encore, qui n'étaient pas, qui échappaient à la marchandise jusque-là. Pour ceux qui ont été voir la conférence sur l'eau, on voit bien que l'eau n'a pas toujours été une marchandise. Et comme maintenant il faut payer pour pisser, par exemple, à Paris, ça peut paraître assez surprenant. À Rennes aussi. Ouais. La privatisation des besoins. En poussant les gouvernements à légiférer pour créer des marchés dans la santé, quoi. On voit que les manifestants gauchistes sont tous des terroristes. L'exploitant est en les divisant. Ah. En optimisant. Ouais. En fait, on parle souvent d'exploitation des travailleurs, mais on pense souvent au coût du travail. Et on pense moins facilement à l'organisation du travail. Et l'organisation du travail, Nous, on pense que c'est là que les bactéries du management attaquent. Donc avant, c'était exploiter plus pour gagner plus. Maintenant, c'est exploiter mieux pour gagner plus. Vous voyez la subtilité? ça change tout. Et si le management attaque là, le management, il vient d'où C'est facile. Ouais. Trop facile. Et quand? La première fois?
Ouais. C'est quand, à votre avis? C'est bon. 1870, 1880. Donc c'est aux États-Unis, dans un secteur, les secteurs de grandes entreprises, nouveaux secteurs, télécommunications, transport, distribution. L'idée, c'est de pouvoir standardiser le fonctionnement de l'entreprise et de pouvoir prévoir le comportement des travailleurs. Et c'est à ce moment-là que s'invente déjà le management. Alors là, vous êtes une salle exceptionnelle, mais la plupart des gens nous disent les années 60, 1960. Or, ça fait un moment que ça travaille. Qu'est-ce que ça transforme, le management? Alors, en fait, la grande transformation, c'est qu'avant, on avait des propriétaires des moyens de production. Et puis, on avait des travailleurs. Je sais jamais si c'est à gauche ou à droite, quelqu'un sait quoi. On s'en fout. À cette époque-là, même s'il y a des contremaîtres, les travailleurs, ils maîtrisent l'ensemble de leur travail. Les contremaîtres sont là, mais ils ne s'immiscent pas dans la réalisation du travail. À cette époque-là, ils sont payés à la production. Et vous voyez qu'entre les travailleurs et les propriétaires des moyens de production, le rapport est un rapport de face à face. C'est toute l'époque du mouvement ouvrier, donc du rapport de force. Et ce que vont changer les managers en arrivant, donc là c'était le 19e siècle, au 20e siècle, on a toujours les propriétaires des moyens de production, on a toujours des travailleurs, mais entre les deux, il y a une nouvelle caste qui s'appelle les managers, qui sont là pour sauver le profit des entreprises, pour garder son niveau et même accroître son niveau de profitabilité. Leur symbole, c'est le chronomètre. Ça va. C'est leur... Ah, ça va, mais arrête, il m'embête, Alexia. Leur étalon, c'est le chronomètre. Pourquoi? Parce que c'est les premiers qui vont s'immiscer dans ce qu'on a de plus cher, c'est-à-dire la manière dont on organise le travail, le sens du travail. Eux, ils visent à contrôler les relations internes et externes de l'entreprise. Ils vont faire en sorte, en chronométrant les tâches de chaque travailleur, de faire passer les salariés d'un salaire à la production à un salaire à la productivité. Et grâce à eux, on va avoir entre les travailleurs et les propriétaires des moyens de production maintenant un écran de fumée. Et les travailleurs ne seront plus des travailleurs, mais seront des employés, des opérateurs. Avant, ils étaient travailleurs, après, ils sont employés. Et entre les deux, vous voyez que c'est beaucoup moins évident. Et d'ailleurs, il y a même des gens qui nous disent actuellement « je ne sais pas qui est le responsable de mon entreprise ». Il y a plein de gens qui disent « on ne sait pas, je ne connais pas le nom du directeur de l'entreprise ». Par contre, ils connaissent ceux des managers. Et ils vont tellement bien s'immiscer dans l'organisation du travail que, par exemple, aujourd'hui, dans des plateformes d'appels téléphoniques, même les gens qui appellent d'autres au téléphone ont des scripts à respecter scrupuleusement. Ils n'ont plus aucune marge de manœuvre dans l'exercice de leur travail. C'est ça qui a changé profondément l'arrivée des managers. Alors, pour comprendre comment ça s'est rendu possible, il faut remonter aux 3 sources du management que vous connaissez. Ah si, Ouais, t'as raison. En fait, les managers, ils ne se contentent pas de vouloir contrôler l'ensemble de l'entreprise, ils veulent absolument que les logiques gestionnaires contaminent l'ensemble de la société.
L'idée, c'est qu'il n'y ait plus d'écart entre la manière dont la société fonctionne et ce que l'entreprise a besoin en termes de comportement adapté au profit. Illustration. Laurence Parisot annonçait sur France Inter en août 2008 « La précarité est une nouvelle loi de la nature humaine ». Tout comme elle est présente dans le mariage, dans les relations amicales, elle l'est dans le travail, c'est tout naturel. La police. Communiqué syndical. Les policiers dénoncent la politique du chiffre. Tant que le gouvernement nous imposera des quotas d'interpellation et nous mettra la pression pour une politique du chiffre aveugle, on ne pourra pas exercer avec discernement. L'école. Extrait de l'épreuve du baccalauréat de gestion 2009 de l'Académie d'Amiens. Nathalie Cerisier est employée en qualité de commerciale salariée dans l'entreprise Sectora. Elle prospecte les grandes surfaces. Cette salariée n'atteint plus les objectifs de vente fixés par son manager. Elle a reconnu qu'elle rencontrait des difficultés pour convaincre les clients d'acheter. Lors de l'entretien d'évaluation, une formation lui a été proposée. Le bilan réalisé le 16 mai 2009 est négatif. Elle reçoit sa lettre de licenciement et conteste la décision prise à son encontre. Elle menace de porter l'affaire devant le tribunal. Le directeur de Sectora vous demande conseil. Intitulé. Vous formulerez le problème juridique qui se pose à la société. Vous formulerez le raisonnement juridique qui devra conduire l'employeur si l'affaire devait être portée devant le tribunal. Montrez en quoi la procédure de licenciement permet de garantir les droits du salarié. Et vous trouvez ça normal qu'on demande à des élèves de défendre exclusivement le point de vue des patrons? Et puis ça continue. Moi j'ai la MAF là qui m'écrit « Prenez goût à la performance ». Et puis tout récemment, ils viennent de réussir quand même à faire passer la loi instaurant la rémunération en fonction de la performance dans les 3 fonctions publiques. Donc vous voyez que ça fait du chemin et qu'effectivement, ils arrivent à faire pénétrer ces logiques-là dans l'ensemble de la société. Et donc, pour comprendre comment ils ont réussi ce défi, on pense qu'il faut remonter à ces fameuses 3 sources. Parce qu'on fait une hypothèse qui est qu'en fait, on a un scoop. Il n'y a rien de neuf depuis ces 3 sources-là. Enfin, rien de neuf. Le seul bémol, c'est en fait l'application de ces 3 sources au service public. Voilà, c'est ça la nouveauté. Sinon, tout est là. Donc, première mamelle. Taylor. Taylor, c'est un chic type. Il ne savait pas comment se mettre au service du capitalisme. Donc, c'est le premier qui va s'intéresser à l'organisation du travail. Il veut écrire une science du travail. Il veut définir le one best way d'accomplir le travail. Il veut optimiser les tâches, les gestes et les outils. L'obsession de Taylor, c'est ça, la flânerie systématique des travailleurs. Taylor, il va se mettre à observer les travailleurs et il va chronométrer toutes leurs tâches. Il va décomposer l'ensemble de leurs tâches pour les recomposer en éliminant toutes les tâches qui lui paraissent inutiles. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui, il y a des ouvrières en Asie du Sud-Est qui sont, tenez-vous bien, évaluées au 10 millième de seconde. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça donne. Mais il y a une seconde, ça fait Déjà 2, 1, 2, mais les millièmes de seconde, ça fait quoi en fait? La deuxième mamelle, c'est Ford.
Alors Ford, il a été stimulé par Taylor. Ford, il va plus loin. En fait, lui, il a 3 cordes à son arc. Premièrement, Ford, il veut casser les syndicats. À l'époque, ça s'appelle des sociétés de résistance. Et c'est lui qui va développer l'automation. Il veut absolument empêcher toute forme d'action collective dans l'entreprise. Sa deuxième idée, c'est que pour lui, Taylor n'est pas allé assez loin. C'est-à-dire que Taylor, lui, décomposait et il recomposait les tâches, mais les travailleurs continuaient à faire toutes les tâches. Donc Ford va aller beaucoup plus loin. Lui, il va décomposer les tâches, mais il va faire à chaque personne un seul type de tâche. Et vous voyez que quand une tâche est simplifiée, elle est beaucoup plus facile à contrôler. Mais Ford va vachement plus loin, c'est un visionnaire. Il invente le mode de vie Ford, le citoyen travailleur consommateur. Tous les gens qui se conformeront au mode de vie Ford auront double paye. Le mode de vie Ford, il est écrit, et Ford y va jusqu'à payer des enquêteurs pour aller voir dans les foyers comment ils se comportent et vérifier qu'ils sont bien en adéquation avec le mode de vie Ford. Pas mal, non? Et puis on a la troisième mamelle. Alors, on nous raconte que la troisième mamelle est en rupture avec les 2 premières. C'est l'école des relations humaines de Maillot. Et nous, on voudrait vous convaincre qu'on ne voit pas très bien la différence. On ne voit pas bien la rupture. On voit bien la différence, mais on ne voit pas la rupture. L'école des relations humaines, elle naît dans les années 20, en même temps que la sociologie, l'anthropologie, l'ethnologie. L'idée de l'école des relations humaines, c'est de toucher à ce que Ford et Taylor ont laissé de côté pour l'instant, c'est la subjectivité au travail. Notre motivation, notre implication au travail, tout ce que les gens, les travailleurs gardent pour eux-mêmes, aller voir si là-dedans, il n'y aurait pas aussi des sources de productivité. Et là où on ne voit pas de rupture, c'est que ces 3 courants-là, ils ont la même intention. C'est effectivement de chercher toutes les sources de productivité. Mais eux vont s'attacher à des choses qui sont extrêmement précieuses et intimes, ces questions de la motivation et de la subjectivité au travail. On vous montre comment... Alors Maillot, il a fait une expérience à la Western Electric. Ça vous dit quelque chose? La Western Electric, c'était une usine de fabrication de postes téléphoniques. Il a fait cette expérience-là dans les années 20 aux États-Unis. Donc en fait, donc il y avait une chaîne de fabrication. Il a, dans une pièce à part, son lieu d'expérimentation, isolé 2 ouvrières amies. Genre T for two and two for tea. Et puis, donc dans cette pièce, donc elle fabriquait les postes téléphoniques, il a augmenté la température, baissé la température, il a augmenté la lumière, puis baissé la lumière, genre Strangers in the night. Et donc, voilà, donc il a augmenté aussi le nombre de pauses, il a baissé le nombre de pauses, il a rajouté un jour chômé dans la semaine, il l'a enlevé. Voilà. Donc, au bout de quelques mois de ce régime, conclusion, le niveau de productivité ne cesse d'augmenter sur le poste où travaillent ces 2 ouvrières. Ça veut dire que les conditions de travail... même si on leur augmente les pauses, on leur baisse les pauses, on rajoute un jour chômé, alors non seulement le niveau de productivité augmente, mais elle-même se le fixe. Pire, Maillot observe que sur le restant de la chaîne, donc là où il y a tous les ouvriers qui ne sont pas soumis à l'expérimentation, le niveau de productivité ne cesse d'augmenter. Conclusion, ils disent, en gros, c'est pas les conditions de travail en fait qui jouent, c'est parce qu'on est venu dans cette usine, on s'est intéressé aux ouvriers, on a pris en compte leur métier, on les a fait parler, on a sympathisé, on a tenu compte qu'ils étaient amis, on les a mis ensemble.
Tu vois, en fait, c'était pas les conditions de travail, c'était parce qu'on s'intéressait à eux, puis du coup, les gens, Surtout à leur profil. Ouais, enfin... Alors, mesdames et messieurs, le management est une science. Il s'enseigne à la fac. Depuis les années 60, il est transmis dans les colloques. Voilà, donc, leçon du jour. Sortez vos blocs et vos crayons. Définition du management participatif. Le management participatif est un mode d'animation et de conduite des individus et des équipes qui suscite leur engagement et leur contribution à l'innovation permanente et au progrès des performances de l'entreprise. Observation d'un outil du management participatif, la démarche qualité. Alors la démarche qualité est née avec son inventeur début du XXe siècle. Louis-Édouard Deming est né aux États-Unis en 1900. Il a très vite migré au Japon, où il a fait carrière. Sa méthode a inspiré le toyotisme. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un peu connu. Donc voilà, bon, c'est assez simple, la démarche qualité, en fait. Ça prône, ça vend une idée très humaniste, très... Comment dire ? C'est de dire, les gens dans la société subissent des violences, essayons de travailler sur cette violence au sein de l'entreprise pour la faire baisser dans le restant de la société. Donc, c'est instaurer la démocratie dans l'entreprise. C'est ce que prône Maillot, c'est ce que vend Deming, pardon, pas Maillot. Donc, voilà, il s'entreprend à faire ça. Donc, il fabrique pour ça des cercles qualité. En fait, l'idée des cercles qualité, c'est la connaissance, c'est la coopération, c'est des lieux où viennent des ouvriers, des cadres, parler de leur métier en toute liberté d'expression. C'est vraiment un lieu de... Voilà. Connaissance, contrôle, ouais. Non, il y a des cercles qualité partout, dans toutes les entreprises de France, c'est bien connu. Par exemple, la qualité dans les entreprises, quand c'est arrivé, c'était une révolution. Par exemple, mon père, il raconte que quand il travaillait chez Ouverture, il dit, quand la qualité est arrivée chez Ouverture, il y avait des gens qui bossaient sur des grosses presses comme ça, et quand les presses se rabattaient, ils avaient des élastiques accrochés au bras, ils avaient les bras qui partaient en arrière. Bon, la démarche qualité, qu'est-ce que ça a fait ? Ça a mis les systèmes de sécurité sur les machines et plus sur les humains. C'était révolutionnaire. Et puis bon, c'était ça, c'était le confort du poste de travail, mais c'était aussi prendre en compte l'humain, lui permettre de parler de son métier, lui permettre d'entrer dans ces cercles qualité. Ce sont vraiment des lieux d'expression libre. Clairement, ça pourrait très facilement se substituer au syndicalisme. Bien sûr, mais t'es complètement folle. Non, toi. Substitut au syndicalisme. Pas du tout. Plus de syndicats. Je vais vous expliquer. Donc, la démarche qualité, comment ça marche ? Je peux avoir une petite explication au tableau, c'est plus simple. Après, on comprend mieux, parce que c'est très, très, très simple. Ça repose sur des principes très simples. Oui, sur des processus. Donc, sur un processus de pilotage, sur un processus de réalisation et un processus support. C'est l'entreprise. Donc, c'est assez simple. Deming, il a pensé à quelque chose, il dit il faut observer qu'est-ce qui se passe entre chaque processus. C'est ça qui est intéressant. Donc, du coup, on va essayer de faire se rencontrer tous ces différents processus dans des endroits qu'on appelle des cercles qualité pour y fabriquer des indicateurs. Donc, les salariés viennent ici et fabriquent des indicateurs. Ces indicateurs seront replacés un petit peu partout sur la chaîne, mais pas que la chaîne. Alors, la chaîne est ici, sur le processus de réalisation, évidemment. Donc, ici, on a le produit, les matières premières, puis ils vont y aller jusqu'à la vente, évidemment. Et ici, on met des indicateurs un petit peu partout. Ces indicateurs-là, mais on n'en met pas que sur la chaîne. On en met aussi dans les processus de pilotage, donc dans la direction. Donc, Deming, il vend l'idée qu'il y ait une réelle coopération, qu'il y ait une réelle communication entre les différents échelles de la hiérarchie. Lui, il dit plus de hiérarchie. Il dit c'est la démocratie dans l'entreprise. C'est grâce aux indicateurs. Les gens viennent, parlent, et ils communiquent entre eux, ils communiquent avec la direction. Là, que la direction communique avec les processus support. Et puis, il a inventé un truc de fou. Il a inventé la roue. Planifier, faire, agir, vérifier.
C'est logique. Alors là, c'est le temps. Et puis là, c'est les indicateurs. Il y a une cale. Jamais ça peut descendre, ok? Toujours ça progresse. Le temps passe. Et l'entreprise évolue, va vers plus d'innovation, plus de changement, de progrès. Tout le temps. Le changement, le progrès, l'innovation grâce à des marketing, la démocratie d'entreprise. Coopération généralisée partout à la société. L'innovation, le changement, toujours grâce aux salariés, mais au cadre. Et bien la hiérarchie, mais évidemment. Un grand travail. Changement. Innovation. Arrête. Qu'est-ce que t'as? Ouais, j'ai peur. Je t'ai jamais vu comme ça. Ça doit être la blouse. Ça transforme quelqu'un. Ah, la blouse. Je me reconnaissais plus. Lolo, toi aussi, Lolo. Charlotte aussi. Attends. Vas-y. Ça va mieux? Putain, j'arrive même pas. J'ai pas réussi non plus tout à l'heure. Alexia, faut qu'on leur dise la vérité. C'est moi qui devais le dire. Je sais. Dis-leur la vérité. Mesdames et messieurs, la démarche qualité ne sert qu'à une chose et une seule, augmenter la productivité des salariés, donc augmenter le profit. Qu'est-ce que tu fais? Je te montre. L'autre jour, j'arrive chez ma copine Anne. Et alors, chez elle, elle travaille à la Genève. Elle avait, donc chez Peugeot Citroën, elle avait un plan entier de l'atelier. Par terre, chez elle. Qu'est-ce que tu fous avec ça chez toi? Pourquoi t'as un plan entier le week-end chez toi, dans ton appartement? Qu'est-ce que tu fous? Donc elle conduit des Fenwick et elle organise les camions, en fait. Elle range les pièces dans les camions. Donc, elle me dit, chez PSA, ils ont un super truc, c'est la boîte à idées. Alors, la boîte à idées, tu fais une proposition. Par exemple, tu fais une proposition de rangement de camions, d'optimisation du rangement des camions. Et là, tu peux te faire des primes. Tu vois, elle disait, il y a un de mes collègues qui s'est fait 700 € l'année dernière, quoi. 4000 balles. Waouh. Et j'ai fait, mais Anne... Je lui dis, tu te rends compte que quand tu as une idée comme ça, c'est PSA qui s'en fout plein les fouilles, pas 700 €. Je lui dis, forcément, si tu optimises le rangement des camions, il y aura moins de camions. Donc forcément, il y aura moins de camionneurs. Forcément, il y aura moins de papiers administratifs pour gérer livraison, remplissage de camions, tout ça. Donc il y aura moins d'agents administratifs. Donc je lui dis, tu vois, quand tu fais un truc sur la chaîne, ça a une répercussion dans l'entreprise, tu comprends? J'ai pas compris que... Il y avait un lien. Elle vous a pas tout dit. Alors, ce truc-là... Je vais pas tout dire. Ce truc-là, la démarche qualité, c'est un truc qui est obligatoire depuis la loi 2002 qui vient réformer celle de 75 du Code de l'action sociale et des familles. Donc la loi 2002, elle oblige toutes les structures sociales et médico-sociales à appliquer ce truc, mais tel quel. Donc les structures sociales et médico-sociales, ça va de la maison de retraite jusqu'au foyer de jeunes travailleurs, en passant par des structures jeunesse, d'accueil jeunesse. Ce sont les structures où il y a de l'hébergement pour l'instant. Donc, tel quel, on leur demande d'appliquer ça. Donc, sous deux formes. La première, c'est une évaluation interne, et la deuxième, c'est une évaluation externe. L'évaluation externe, c'est, en fait, tous les 4
à 7 ans, l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité, alors petite parenthèse, je ne sais pas si vous connaissez ce truc, ça existe depuis 2003, ça embauche 26 personnes, c'est un budget de 3,3 millions d'euros par an. L'Agence nationale de la qualité et de l'évaluation, c'est eux par exemple qui ont pondu le concept de bientraitance. C'est eux qui ont écrit et rédigé le manuel de bonnes pratiques professionnelles, le référentiel de bonnes pratiques professionnelles. Donc voilà, donc cette agence nomme des cabinets d'audit extérieurs qui viendront tous les 4 à 7 ans dans ces organismes pour vérifier la conformité normes ISO et puis la conformité financement public, accréditation. Voilà. Et il y a une deuxième forme qui est celle de l'évaluation interne. Pardon. Donc l'évaluation interne, c'est exactement ça. Donc en fait, en gros, on demande aux salariés de venir faire des cercles qualité. C'est la même chose, sauf que ça ne s'appelle pas pareil. On a vu tout à l'heure sur le langage, ils sont assez forts, donc ils appellent ça groupe de travail, comité technique. Et puis on demande aux gens de venir déposer tout leur savoir-faire dans des grands référentiels, comme ça. Et puis après, on leur demande de fabriquer les critères d'évaluation de ces savoir-faire-là qu'ils viennent de déposer. Puis après, on leur demande d'observer cette évaluation, en tout cas comme ça, sur l'idée de l'évaluation continue, de sans cesse observer ces tâches qu'ils ont mis dans les grands référentiels. Voilà, c'est la même technique. Là, c'est super parce que les gens, ils s'auto-évaluent sans cesse, en fait. C'est eux-mêmes qui se sont fixés les critères d'évaluation. Là, il n'y a plus besoin de hiérarchie, quoi. Magique. Bon, bref. Voilà, donc nous, on fait une hypothèse. Tu veux bien écrire ? Ouais. Donc en fait, on se dit, voilà, ce processus, il est là, on nous l'a imposé parce qu'on nous a vendu qu'en gros, il fallait justifier le financement public. Et nous, on pense qu'il y a un autre truc planqué là-dessous, qu'il y a un peu anguille. Et on pense justement voilà, c'est une espèce de processus dans ces techniques d'évaluation-là. Donc on pense qu'il y aura un premier temps qui sera un temps d'adhésion des salariés. Donc en gros, on dit aux gens, venez dans ces groupes de travail, venez parler de votre métier. On sait tous qu'on manque cruellement de lieux où échanger sur nos métiers, sur le sens de nos métiers, et on nous fait cette proposition de venir déposer ce savoir. Et on fait adhérer à quelque chose de potentiel, fondamentalement désirable. La qualité, mettre l'usager au centre du service. Donc on se... au centre. Ouais. Donc il y aura une phase d'adhésion. Il y aura pour nous une phase de dépossession. Donc en gros, par l'intermédiaire des référentiels, on vient démembrer les métiers en fait. On les transforme en petits bouts, en tâches mesurables. Voilà. Une phase de dépossession. Une phase de standardisation. Donc là, on retrouve Taylor tout à l'heure, Ford, on est exactement dans le même schéma. Une phase de rationalisation. Donc là où on récupère du temps, on récupère de l'argent, évidemment, puisqu'une fois qu'on a tranché tous ces métiers-là en petits bouts qui sont en tâches, on devient tous interchangeables. Ça veut dire qu'une fois qu'on a défini des process, tout le monde peut effectuer ces tâches-là, évidemment. Donc il n'y a plus du tout de singularité dans la manière de faire ces métiers-là. On les rationalise. Et nous, là, on se dit, bah, du coup, une fois que cette logique marchande-là est venue coloniser nos cerveaux, on a une autoroute pour la marchandisation des services publics. On a quelques exemples. Sur la rationalisation, par exemple, il y avait une collègue aide-soignante qui racontait, on ne l'a pas trop vu venir, mais un jour on nous a demandé de faire les toilettes avec des chronos dans les poches. On a fait, bah ouais, d'accord, donc on nous a bien vendu le truc en disant, voilà, on va savoir combien de temps vous passez, ou vraiment comment vous prenez soin des patients et tout ça. Donc voilà, on a été faire nos machins, ça a duré 1 mois.
sur une période de référence comme ça. Puis à la fin, elle dit on était 10 aides-soignantes, bah, ils ont viré 5 postes. Parce qu'ils ont évalué qu'un temps de toilette, ça durait 10 minutes. Quoi. Et elle dit mais le temps de l'hygiène, c'est un truc, c'est pas rationalisable. Quoi. C'est du temps humain. Quoi. Si on rationalise du temps humain, c'est du fascisme. Quoi. Enfin, ça n'existe pas, c'est pas possible. Une toilette, ça peut durer une demi-heure comme ça peut durer 5 minutes, ça dépend de ce qui se passe humainement, mais c'est pas calculable ni anticipable. Un exemple de la standardisation à l'hôpital psychiatrique de Rennes. Donc tout le monde maintenant doit passer par des sortes de protocoles, ils appellent ça le Dieu protocole. Donc traçabilité du matériel, etc. Donc ils doivent prendre par exemple 2 fois par jour la température du frigo, c'est-à-dire un ensemble de procédures comme ça qu'ils doivent respecter. Et s'ils ne les respectent pas, ils n'ont pas l'accréditation, parce qu'il y a des visiteurs qui passent pour vérifier qu'ils peuvent sortir le formulaire B312 et qu'ils ont fait ces procédures. Et pendant qu'ils sont en train de faire ça, ils ne sont pas avec les malades. Et pendant qu'ils sont en train de faire ça, ils perdent aussi le sens de leur travail. Et par exemple, ils ont remplacé ce qu'ils appellent un carnet de suivi des malades. Le carnet de suivi, c'était un endroit où chaque personnel soignant notait au fur et à mesure, tous les jours, ses observations, ses questions. Et les mecs nous racontent que c'est comme ça que se transmet le métier. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait sa formation, en fait, on ne sait pas encore tout à fait ce que va être notre métier. C'est par le biais de ce carnet-là qu'on apprend vraiment et qu'on peut échanger avec ses collègues. Et c'est là qu'on apprend le plus gros de son métier. Ils ont supprimé ces carnets-là, ils les ont remplacés par des sortes de formulaires faits, moyens, résultats. Oui ou non? Donc si vous n'êtes pas susceptible de mettre en face d'un fait des moyens que vous utilisez et un résultat, vous ne notez plus ce que vous notiez avant. Donc on ne peut plus mettre les questions, on ne peut plus mettre les observations, on ne peut plus mettre ce qu'on a ressenti par rapport aux malades, et disparaît ainsi tout ce qui fait le sens de ce métier, à savoir la clinique. C'est le cœur de ce métier-là. Et non seulement ça disparaît, mais en plus, à la place, il y a une sorte de monoculture. Donc on est vraiment dans la standardisation. Et on applique les mêmes normes qu'un bloc chirurgical à ce qui se passe dans l'hôpital. Par exemple, ils faisaient des ateliers de culinothérapie. Donc avec les gens qui sont à l'hôpital, c'est de faire de la cuisine. Donc maintenant, ils sont obligés de les déguiser, de les mettre en scaphandrier pour aller faire des cours de cuisine. Et quel sens ça a? C'est totalement... c'est kafkaïen, quoi. Ça colle. On a une collègue de la mission locale qui nous a raconté qu'un jour la démarche qualité est arrivée. Alors souvent ça arrive avec un logiciel. Donc eux, c'est arrivé avec un logiciel. On a dit bon ben voilà, on a un nouveau logiciel, donc il va falloir qu'on définisse les process, tout ça, qu'on fasse un référentiel avec les différentes tâches pour pouvoir ensuite remplir le logiciel et faire le saisie dessus. Voilà, elles ne se sont pas méfiées. Et elles ont commencé à aller expliquer de l'accueil téléphonique du jeune jusqu'au bilan en entreprise, ce qui se passait, toutes les étapes de leur métier. Donc elle dit, une fois que ce logiciel est arrivé à la mission locale, on s'est retrouvés à ne plus travailler ensemble, jamais, puisqu'on s'est retrouvés à remplir des statistiques en permanence. En fait, on a compris que l'objectif caché de ce truc, c'était pour justifier l'argent public sans cesse. Elles ont dit, donc avant, elle expliquait qu'avant, elles bossaient beaucoup avec les structures extérieures, qu'elles se fiaient des coups de main entre elles, qu'elles n'avaient pas des tâches très très déterminées et très cloisonnées. C'était, elles bossaient beaucoup en coopération, elles allaient à la rencontre des partenaires extérieurs et tout ça. Puis du jour au lendemain, ça a été terminé. Elles disaient, pour traverser la rue, il nous fallait un formulaire en 40 exemplaires signé par les 4 chefs. Donc on a arrêté de sortir. Et puis on passait un temps dingue à remplir les trucs sur Internet. Et puis elle dit, on a commencé à se comparer, quoi, puisqu'on n'avait plus rien de singulier dans nos métiers. Voilà, on nous obligeait à faire ça, quoi. À regarder, c'est quoi ton portefeuille de jeune, t'en es où, toi, des statistiques que tu as rendues au Conseil Général, tu t'en sors bien autrement. Donc, il y a eu des arrêts maladie, de la maltraitance. Ils disaient, on se plantait des nuits, on se trompe toujours des nuits. Et on fait l'hypothèse qu'un des moteurs de tout ça, c'est justement l'évaluation. La fameuse roue dont parlait tout à l'heure Anaïk.
on pense que l'évaluation, elle est au cœur de tous ces processus et que c'est elle qui entraîne un petit peu tous ces mécanismes-là. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler, on en a eu une bonne il n'y a pas très très longtemps, mais juste avant, il y en a parmi vous qui ont l'impression d'être évalués. Allez, Levez la main, ceux qui ont l'impression d'être évalués. La main, ouais, maintenant. On voit pas si bien, hein, mais... Non, dans vos boulots. Dans vos boulots. Non, non, pas dans la salle, hein, au boulot. Ouais. Et ouais. Ah, oh, il y a des tas d'évalués là par là-bas. Oui. Ouais, bon, il y a au moins les 2/3 de la salle qui sont évalués. Dans les 40, il n'y a pas que Alors, on nous en a raconté une très bonne à l'AFPA, c'est l'évaluation à 360 degrés. Il y en a qui connaissent ? Ça devient subtil, hein, l'évaluation. Donc, a priori, l'évaluation, c'était jusqu'ici par vos directeurs, par votre hiérarchie. Donc, l'évaluation à 360 degrés, c'est par la hiérarchie, par les pairs et par les subordonnés, voire les clients et les fournisseurs. Alors, ils n'ont pas encore imaginé l'évaluation à 413 degrés, mais j'ose pas. Et pire que ça, le contenu de l'évaluation est totalement qualitatif. Donc le mec qui nous a raconté ça, il bosse à l'AFPA, c'est une association de formation, et il raconte qu'il y a au moins 3 questions qui portent sur l'hygiène de vie de son chef. Ça craint, hein? Donc, l'évaluation à la prison. Ah oui, tu veux me raconter ça? Ouais, c'est pas bon. Alors, nous, un jour, mon chef de service, il arrive et puis il dit les filles, avec moi et ma collègue qui travaillaient à la formation professionnelle des détenus, donc moi sur l'action culturelle et sur la formation, et il dit super, il y a un truc excellent qui arrive, on l'aimait bien, il était sympa. Il dit il y a un truc super qui arrive, un nouveau logiciel, là on va être en direct avec les magistrats. Donc en fait, on remplit juste un truc assez simple, hein, juste on met le nombre de détenus, la nature de la peine, la condamnation, qu'est-ce qu'ils feront après, est-ce qu'ils sont, enfin bon bref, tout un tas de critères, tout ça, et on va expliquer ce qu'on fait comme action, quoi. Tu vois, les magistrats, ils n'ont rien à taper habituellement, et là pour une fois, ils vont s'intéresser un peu à l'action culturelle et à la formation professionnelle, quoi. Donc voilà, il suffira juste de rentrer les quelques trucs dedans. Tu te rends compte le temps que ça va prendre, ce machin ou... Donc nous, on considérait que 50% de notre temps de travail, c'était du temps humain, de discussion. Donc on allait dans la détention discuter avec les détenus, avec les surveillants, voilà, avec tous les travailleurs et tout ça. Et en gros, on a calculé avec ma collègue que les 50% de temps qu'on attribue à faire ça, ils iraient à la saisie informatique pour remplir ce putain de logiciel. On va refuser en masse, on a tenu bon. Syndicalement. Moi, j'étais dans une toute petite association départementale d'éducation populaire. Un jour, le lundi, c'est réunion exceptionnelle. La déléguée départementale a décidé, nous annonce que le conseil d'administration a besoin qu'on évalue notre pratique plus précisément. Je dis, ah bon mais pourquoi c'est quoi le problème en fait Oui, le conseil d'administration a demandé des comptes sur voilà ce qu'on fait exactement. Je dis, mais attends, des comptes, on en rend régulièrement. Enfin, je veux dire, on en discute devant le conseil d'administration. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Ben là, voilà, il s'agirait de remplir, de dire tous les jours exactement ce qu'on fait par heure. Alors, je vous rassure, on était 4 dans l'association. Donc je lui dis, mais attends, excuse-moi, mais on travaille dans les mêmes locaux, d'accord?
Donc quand je te vois le midi, je te raconte ce que j'ai fait le matin. Si jamais je suis à l'extérieur, je te raconte aussi le lendemain, d'accord ? Tous les mois, je te dis comment ça s'est passé tout le mois et tout ça. Donc c'est quoi qui manque exactement ? Et à cette époque-là, on n'avait pas encore fait la conférence sur management, mais quand même, j'avais déjà une intuition que c'était pas bon qu'on me demande de détailler mon emploi du temps et que derrière ça, il y avait forcément une paire de contrôles qui allait s'exercer sur nous. Et donc, j'ai réussi, je ne sais pas comment, à convaincre mes 2 autres collègues, à 3 contre 1, on a obtenu de ne pas le faire. Et alors, c'est pas mal parce que on parlait de logiciels et de... Maintenant, c'est plus sophistiqué aussi. Il y a l'évaluation par vidéo. Alors, il y a des femmes de ménage, des gens de personnel d'entretien qui doivent être contrôlés en scannant des objets, etc. Mais là, c'était pas ça que je voulais vous raconter. C'est à Gérardmer, dans un restaurant. On était en train de déjeuner, là. Puis tout d'un coup, je vois une caméra qui nous vise là, sur notre... table de restaurant, quoi. Alors, la serveuse vient, je lui dis, mais pourquoi il y a une caméra qui nous regarde pendant qu'on mange ? Et là, elle dit, parce qu'il y a des voleurs. Ah, où ils sont ? Je dis, des voleurs, vous voulez dire, il y aurait beaucoup de vols dans ce restaurant ? Elle dit, oui, il y a beaucoup de vols dans le restaurant. Combien ? Eh bien, il y en a beaucoup. Ah oui, mais combien ? Beaucoup. Bon, au bout d'un moment, elle a dit, non, en fait, je sais pas vous dire, non, c'est pas un problème de vol. C'est le patron qui habite à Nice et qui nous surveille, qui voit si on fait bien notre boulot. Et puis elle s'en va. Puis un peu après, elle revient, puis elle fait « Mais il y a un angle mort !» En fait, c'est l'angle vivant. C'est notre plat de résistance. Parce qu'en fait, personne n'est dupe. Le réel résiste. Ben oui, évidemment, en fait. Personne n'applique ça. Par exemple, à la SNCF, ils ont fait la démarche qualité et ils ont arrêté la démarche qualité. Enfin, ils ne communiquent pas trop là-dessus. Ils ont arrêté parce que, en fait, les gens suivaient à la règle le protocole et arrêtaient de penser à leur métier. Avaient complètement laissé de côté le sens de leur travail. Donc, il y a eu des gros accidents mortels. Par exemple, on nous a relaté dans un incinérateur. Donc il était l'heure de foutre le feu dans l'incinérateur. En fait, il y avait un collègue qui était en train de bosser dedans. Donc le mec arrive, il fout le truc, puis il fait cramer son collègue parce que c'est l'heure et que voilà, c'est... Donc ils ont arrêté ça. Donc nous, on pense qu'en fait, ça se maintient aussi parce qu'on résiste, parce que on refuse, parce que on lutte contre ce truc. C'est inapplicable, forcément. Donc, pour aborder le plat de résistance, on s'est inspiré d'un petit livre qui s'appelle « 50 façons d'assassiner les limaces ». Alors, j'ouvre une parenthèse parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de lutter contre les limaces. Mais comme en Bretagne, il ne pleut pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de limaces. Et moi, j'ai tout essayé. Alors, j'ai essayé la bière, mais comme il ne pleut pas beaucoup, je l'ai dit, ça, hop, c'est viré. J'ai essayé les feuilles de houx. Alors, une première couronne de feuilles de houx, une deuxième couronne de feuilles de houx, une troisième couronne de feuilles de houx, et ben elle passe par-dessus. Je ne savais pas que la limace sautait. Alors, avant-hier soir, on m'a conseillé les petits tronçons de ronces. Enfin, si elles passaient par-dessus le houx, je ne vois pas comment elles vont pas... Où on a fait le lancer de limaces à minuit. Vous attendez qu'elles sortent, puis là, hop, chla, lancer de limaces. Mais je ne sais pas, elles reviennent à la nage ou... Du sel. Ah, le sel. Ah oui, ça, c'est un peu torture. Hein. Ouais. Alors, on s'est dit que quelqu'un qui avait trouvé 50 façons d'assassiner les limaces, forcément, il serait d'un grand intérêt pour lutter contre les managers. Quelqu'un qui résiste comme ça, forcément, il peut nous donner des cours.
Alors, première étape, hein, c'est très très clair. Elle dit, avant toute chose, il faut bien connaître son ennemi. Ça, c'est la base de la résistance. Alors nous, on pense qu'une des armes principales du manager, c'est le langage. Comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, vous savez l'histoire de on pense la réalité avec les mots qu'on a à notre disposition et pas l'inverse. Bon, l'idée, c'est qu'on se fait voler des mots, on ne peut plus dire les choses. On ne peut plus dire patron, on est obligé de dire N+1, N+2. Donc voilà, donc on pense qu'il faut lutter contre ça. Et on a un petit jeu qui s'appelle le Bullshit Bingo. Vous connaissez ça ? Bullshit Bingo, c'est un jeu qui a été inventé par des cadres chez EDF. Donc c'est assez simple. Hein, donc vous fabriquez une grille de loto avec donc tous les salariés qui assistent à la réunion avec le manager fabriquent une grille de loto avec tous les mots qu'ils détestent. Hein, vous voyez, donc ils arrivent en réunion avec cette grille de loto. La réunion commence, le manager commence à parler, donc à dire les mots. Chacun coche. Il dit qu'il a sa grille de loto remplie, il se lève et il crie bingo. On vous invite à le faire, ça marche bien, je crois. Je pense qu'ici, ils ne l'ont pas fait en réunion avec des élus communautaires, non ? On va leur demander à la soupe après. Ils vont nous raconter, j'espère. Donc on a vu le langage, hein, parce que ça pour le manager, ça semble quand même assez imparable. Et puis alors, on s'est dit quand même, son outil principal, c'est la démarche qualité. Alors, pour voir si vous avez bien compris ce qu'a expliqué Anaïk, on va essayer d'appliquer on va faire une parodie de démarche qualité, mais appliquée à la conférence gesticulée. C'est pour voir si vous avez bien compris. Donc en gros, on vous propose des solutions de rationalisation du spectacle. Pour optimiser un peu tout ça, quoi. Est-ce que vous avez des idées ? Ah, depuis le temps que... Oui, ouais. C'est vrai que ça fait un peu fouillis et puis ça prend de la place. Il faut le transporter. Un dress code. Un PowerPoint. Une vidéo conférence, bah oui. Un truc comme ça. On a même plus besoin. Conférence par 10. Oui. Tu t'ennuies peut-être. Et on peut aussi rationaliser votre espace aussi. Hein. Vous pourriez monter sur les genoux les uns des autres. Comme ça, on pourrait faire 2 conférences en même temps, elle là, moi là. Faire une mezzanine. Ouais. Moins de déplacement. J'ai l'impression qu'ils ont bien compris en tout cas. Oui, carrément. Faudrait pas les pousser beaucoup. Hein. On pourrait faire aussi, le ménage en vrai. On nous l'a dit, ça c'est facile. Vendre des blousons. Hein? Éteindre le chauffage et vendre des blousons. Ouais. Multitâche quoi. Bon, apparemment vous avez bien compris. Alors on va passer au deuxième étape. Les stratégies de résistance offensive à court terme. Alors, prendre au pied de la lettre. Par exemple, on vous dit il faut instaurer la démocratie dans votre service, donc il va falloir créer des comités participatifs avec les usagers. Vous le faites en vrai. Vous dites, d'accord, on va faire de la démocratie, ok, on va donner du pouvoir aux usagers. On a l'exemple d'un FGT là où ils ont pris au pied de la lettre la démarche qualité. Vous savez, il y a tout un tas d'instances qu'on peut mettre en place participatives et ils ont réussi à faire ça, à fabriquer ça. Yes. Après, on a les stratégies maquisards. On a plusieurs variantes pour déstabiliser l'ennemi. La première, c'est l'excès de zèle. Par exemple, on rend tous la même évaluation, en bloc. C'est ça? Non, l'excès de zèle, c'est l'hôpital psychiatrique. Ils ont des fiches pour remplir, ils doivent déclarer les événements indésirables. Puis après, tout ça, c'est rentré. Donc, ils déclarent tous 7 fois plus d'événements indésirables et c'est le chaos. Et puis, on a des variantes désobéissantes. Donc, désobéissantes. Voilà, donc c'est ça, en fait, rendre tous la même évaluation. Donc, vous allez tous en entretien d'évaluation annuel.
Et vous, comme vous aurez de toute façon tous la même grille d'évaluation, avec les mêmes questions, vous faites exactement les mêmes réponses. Tous. Et puis vous avez l'autre variante, plus rejet. Donc, par exemple, toutes les travailleuses sociales du Conseil général de Seine-Saint-Denis se sont mises d'accord pour refuser de rendre toutes les statistiques. Actuellement, elles sont là-dessus, et je peux vous dire que la direction de l'action sociale, ça les énerve beaucoup. Et pas très loin de chez nous, il y a une directrice d'école qui, avec toute son équipe, a réussi à refuser de remplir le fichier bas élèves. Et comme elle est dans cette salle, je vous propose qu'on l'applaudisse. Bon, après, on a les variantes kamikazes. Donc on a une variante, on nous a raconté dans un pôle emploi au moment de la fusion entre ACDIC et ANPE, il y en a, ils ont réussi à mettre des virus dans les systèmes informatiques. Beau bordel, hein. Ça durera un peu. Alors, à Genève, ils nous ont proposé de séquestrer des managers. On trouve que c'est une super bonne idée. Et puis, on a un autre tuyau aussi. C'est quelqu'un qui nous a proposé une variante sabotage. Donc, en gros, il s'agit de couper les câbles au niveau des... Ça arrive trop vite. Il suffit juste de regarder, et c'est hyper simple. Donc on peut en parler après, peut-être au Kir Royal. Donc ça, c'était les stratégies de résistance offensive à court terme, mais on pense que le cœur de la résistance, c'est dans les stratégies à long terme. On pense que ce qu'on a de plus précieux, c'est le sens du travail. Et on pense qu'on doit se battre au nom de son métier. On doit déterminer, définir notre essentiel, dire nos limites, ce qui doit toujours échapper à la rationalisation. Il faut absolument qu'on dise jusqu'où on est prêt à aller. Actuellement, il y a des gens dont le métier est en train de changer fondamentalement. Il faut qu'on dise jusqu'où on ne doit pas aller. Ça, c'est hyper essentiel et c'est là-dessus qu'il faut qu'on se batte aujourd'hui. Il faut qu'on se dise entre nous qu'est-ce qui fait que le matin on va travailler par respect pour nous et par respect pour les gens qui sont les usagers, qui sont les personnes qui sont accueillies par des travailleurs sociaux, des malades, des élèves. Au nom de tout cela, il faut qu'on se batte. Et pour ça, il faut refaire collectif. Parce que c'est ça que bousille méthodiquement la démarche qualité et les nouvelles techniques de management participatif, c'est le collectif professionnel. Il y a Yves Clos qui dit, c'est un psychologue du travail, Yves Clos, il dit il faut que son métier redevienne un objet d'une histoire à transmettre. Il faut se faire conteur de son métier. Pour ça, il faut réorganiser la dispute professionnelle, donc se reconnaître différent dans nos manières de faire nos métiers. C'est se réapproprier son métier et le transmettre. Sinon, qu'est-ce qu'on aura à transmettre à nos enfants? La rationalisation. Alors voilà. On vous propose maintenant, parce qu'on fait un cahier des résistances, un inventaire des résistances, on vous propose par 3 de vous interviewer à tout titre de comment vous avez réagi, résisté récemment, où vous avez peut-être entendu parler de manière de résister au management, à l'évaluation, au problème de rationalisation du travail. Et donc on voudrait collecter tout ça pour faire... pour transmettre à notre tour aussi quand on va faire cette conférence ailleurs. Donc on va vous en parler déjà de qu'on a récupéré dans un syndicat de médecins à Paris, en Suisse, à Vannes. Donc 3 par 3 là. Parlez avec vos voisins, vous allez voir, ça fait du bien, ça fait pas mal. 5 minutes chacun, tout ça. Pas mal. Racontez-vous vos luttes, votre évaluation. Nous, on a fait que ça, c'est
Ouais, puis on va le faire en public en plus, c'est mieux. Allez, c'est bon ou quoi? C'est à droite. C'était par rapport aux arguments, comme tous les étudiants sont relativement impliqués sur leur présence en cours, et des fiches d'émargement qui circulent à chaque cours. Donc si on est étudiant, par principe, normalement on bosse pour soi, on bosse pas pour rendre le contraire si on est là ou pas en cours. Si on n'est pas en cours, c'est qu'on a fait un résultat correct. Une stratégie de résistance comme ça peut chourer les fiches d'émargement à chaque cours. C'est ce qu'ils ont fait à l'unité carrière sociale de Rennes cette année. Ils ont décidé en AG, pendant le mouvement social, qu'ils n'avaient pas de compte à rendre à la scolarité. Et du coup, ils se sont mis massivement à chourer les fiches d'émargement dans leur cours et la scolarité a fait par la suite. Ouais. C'est la même chose. Une qui avait pour le voisin, oui. Donc t'as aussi chouré. Il y a d'autres choureurs? Ouais, d'autres exemples? Bon, je travaille dans un service informatique de la fonction publique. Pour interviewer quelques Bon, en fait, on nous fait un espèce de démarche qualité, parce que nous, on nous évalue, mais on n'est même pas sûr si on est bien évalué. Grosso modo, ça nous fait très peur, parce qu'on va nous réorganiser, mais ça va être n'importe quoi. Alors, le truc qu'on fait, c'est qu'en clandestin, on se fait des réunions, et puis on va essayer de faire un groupe de travail pour se réfléchir à ce qu'on voudrait, pour pouvoir avoir des arguments pour dire pourquoi ça ne nous plaît pas. Bon, on ne sait pas ce que ça va donner, enfin, on se dit peut-être qu'on fait, ça va servir à rien. Mais peut-être pour nous, ça va peut-être faire du bien déjà de mettre des limites à ce qu'on aimerait qu'il soit pour travailler qu'on a voulu. Et je veux dire, en amont de ça, c'est possible aussi parce que là où on travaille, on a une chef de service on a l'impression qu'elle presse les gens jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jeu qui sort, quoi. Elle les manipule. Et dans l'équipe, il y a ceux qui croient à ça, il y a ceux qui disent non, il y a toujours ceux qui râlent, et ils n'ont pas tous pris conscience. Et on a réussi à faire une réunion où tous ceux qui s'en étaient pris plein la gueule avaient dit ce qu'on leur faisait. Et ces choses-là, mises juste à poser, les unes à côté des autres, on s'est rendu compte, mais c'est vraiment grave ce qu'on vit, quoi. Et tous, du coup, même ceux qui n'étaient pas atteints, ont pris conscience que ce qui arrivait, on ne devait pas le faire à des gens, quoi. Ça se faisait pas. Et de ça, on est une équipe, je pense que là, on est au 4-5e, on va dire, soudés, au moins à se réconforter si on se prend des coups dans la gueule, et au moins pas les seuls, parce que leur force qu'ils ont, c'est diviser pour régner. Parce qu'ils vont donner un petit poste à machin, un petit truc, et après, il y en a qui vous jouent seul, et c'est là que ça foire tout. C'est un syndicat? C'est un syndicat ou non? Non, parce que justement, les syndicats, ils n'ont pas bonne. D'accord. D'accord. Donc là-bas, non. Oui, pour l'instant, c'est super. Sacré résistant. Oui, tout à l'heure, vous parliez de la résistance à bas élèves. Moi, je suis dans l'éducation nationale, donc récemment, on a eu les évaluations CM2. Plusieurs syndicats ont appelé à la résistance, mais aussi l'organisation de parents d'élèves, la FCPE. Donc, nous, sur l'école, en fait, un certain nombre d'enfants des classes de CM2 ont été malades à tour de rôle ou absents, on va dire, la semaine des évaluations. Et donc, on refuse autrement, en tant qu'enseignant, de transmettre les résultats des évaluations plus largement. Autrement, il y a aussi un collectif qui s'appelle le collectif des désobéisseurs, qui résiste complètement à ce dispositif des évaluations, tant pour la transmission tant pour la passation côté élève que pour la transmission à l'administration.
un tas de sources aussi qui montrent que ces questions sont en train de se poser vraiment dans plein de domaines différents. Actuellement, il y a des colloques, l'évaluation tue. Il y a pas mal de choses ça vaut le coup de jeter un coup d'œil parce qu'il y a des collectifs qui s'emparent de cette question-là et qui ont l'intention de la soulever un peu partout. Oui. Moi j'avais un témoignage dans l'éducation nationale aussi, j'étais dans un lycée l'année dernière. Et donc pour justifier un petit peu les suppressions de postes qui sont tombées au mois de février, on nous a aussi apporté beaucoup de chiffres et d'histoires de rentabilité du lycée, de taux de réussite, avec pas mal de mépris. Et donc il y a eu un mouvement de grève auquel on a participé. On a pu aussi se faire plaisir. Donc on a reçu une rectrice avec une haie de déshonneur à une cinquantaine. On s'est retourné sur son passage. Ça n'a pas fait plaisir. Et donc c'est passé au journal le soir même régional, tout ça. Et puis on a aussi un peu plus tard vendu notre lycée sur le Bon Coin, meuble par meuble. Et on avait mis évidemment les numéros de téléphone des tests à responsabilité au rectorat, donc ça n'a pas fait plaisir du tout. On faisait des propositions, on ne faisait pas des évaluations. Encore des propositions? Une dernière? Non. Il y a Franck qui en a marre de travailler le micro. À l'hôpital, devant des médecins et réanimateurs, ils nous ont dit la méthode de la marée. C'est une stratégie de résistance. On demande très gentiment, mais tout le temps. Alors pour la Bretagne, ça doit forcément marcher. Ils nous ont dit aussi la méthode, alors la variante du médecin, c'est la méthode patapon. Et en fait, on s'est aperçu que c'était la même que l'agricultrice du Cantal, qui elle appelait ça la méthode des demeurés. C'est comprends pas. Et vous laissez passer par-dessus. Il y en a un qui a dit c'est la stratégie de la moule. Ça pénétrera pas. Encore un ou deux autres exemples? Allez, il y en a des coins là, ça discutait pas mal là-bas là. Ah là-haut, Franck. Vas-y. On reçoit un coup de téléphone de quelqu'un qui nous fait, genre une administration, une hiérarchie, qui nous fait bien en vert. C'est juste après, où là, je pense quelqu'un qui est dans les ESAT et son chef d'atelier l'Anquicline. Donc je lui dis, c'est systématiquement, après qu'il t'ait dit quelque chose, tu fais écrire par quelqu'un ce qu'il vient te dire, tu mets en copie au chef de cette personne-là ou au président de l'association si c'est les actes, enfin tu es toujours en copie en disant vous venez de me dire ça, je voudrais savoir si j'ai bien compris, parce que je ne pense pas avoir bien compris. Parce que par téléphone, voilà, etc. Et je l'ai fait encore à la direction du travail, mais pour vous dire avec les actes, ça avait marché aussi pour ce travailleur. Et au bout de 5 fois, c'était bon, je n'ai toujours pas de réponse, peut-être avec vous, votre internet qui est en panne. Ce qu'il y a, c'est que le chef recevant cette copie-là, à un moment, j'ai eu une réponse, et la personne aussi, elle les a fait valoir ses droits, mais pour d'autres personnes, et systématiquement passer par l'écrit, en copie, surtout en copie, au chef ou un représentant, enfin quelque chose qui fait que quelqu'un va voir cette personne et non mais attends, 5 fois que tu sois fourrier, je comprends pas, etc. Et ça marche, hein. Donc le coller avec liaison, enfin tous ces machins-là, faut les faire. Tu le vois maintenant, le sens de notre métier? Le réel résiste. Et la résistance, ça s'entretient. Et nous, on est des femmes d'entretien. Et pour résister longtemps, il faut se ménager. Et nous, on est des femmes de ménage.
bois un coup. C'est des verres. D'avoir vécu le cul sur... Excusez-moi. D'avoir vécu le cul... J'ai un trou, faut m'aider. Non, pas sur la commode. Le cul. Heureux et sans esclandre. D'avoir vécu obscur et sans esclandre, en gardant le cœur tendre, le long des jours heureux, j'aurais vécu obscur et sans esclandre, en gardant le cœur tendre, le long des jours heureux. Pour faire des vieux os, faut y aller mollo, pas abuser de rien pour aller loin, pas se casser le cul, savoir se fondre de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu, pas se casser le cul, savoir se fondre de quelques baisers tendres sous un coin de ciel bleu. Je suis désolée.